Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Bienvenue pour ce 50 sur un thème qui vous est cher, déontologie de la profession. Stagiaire, quels sont vos droits et vos obligations? Voilà pour le thème de la soirée. Donc, on vous attend nombreuses et nombreux sur ce thème. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On essaiera d'y répondre en complément. À la fin, on aura un temps de questions et réponses. Et puis, quand on pourra essayer de les glisser au milieu de la présentation, on essaiera de les glisser au milieu de la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On fera attention d'y répondre avec bienveillance. Alors, ce soir, donc je me présente très rapidement. Élodie Cassard, je suis présidente de la commission stage et prestations de serment. Et nous serons accueillis, et cette session sera animée par Vital Saint-Marc, élu à l'Ordre des experts comptables et président de la commission déontologie, notamment, pas que, mais notamment. Et nous serons également accompagnés de Thomas Bidou, juriste, donc permanent à l'Ordre des experts comptables, qui en complément viendra également répondre à toutes les questions que vous avez pu ou que vous poserez d'ici là, parce que vous allez voir, ce qui est bien avec ce thème, c'est que finalement, parfois, on vient à se poser des questions qu'on ne s'était même pas imaginé se poser avant d'y arriver. Et c'est ça qui est magique, c'est beau, c'est la déontologie, ça nous fait toutes et tous rêver. Alors, rapidement, un petit état des lieux sur ce qu'on va voir ce soir. Donc, on verra dans une première partie le périmètre des missions. Dans une seconde partie, on parlera du secret professionnel notamment et des situations qu'on peut être amené à vivre dans le cadre de ce secret professionnel. On parlera des actions de communication, parce qu'on a toujours beaucoup de questions par rapport à ce qu'on peut faire finalement et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire. On parlera également de reprise de clientèle, un thème qui vous est cher, notamment quand on s'installe, notamment en création ex-nihilo, donc un petit chiffre. 80% des créations aujourd'hui se font en ex-nihilo, donc ça fait partie des sujets que la reprise de la clientèle également. Et puis on parlera enfin, vraiment pour finir cette petite soirée de manière fort agréable, on parlera de responsabilité civile et disciplinaire. Voilà, c'est parce que ça nous mettra de bonne humeur pour aller boire l'apéro juste derrière, c'est très sympa. Je laisse la parole tout de suite à Vital Saint-Marc sur le périmètre des missions. Alors, merci Élodie. Je peux m'excuser parce que je suis un peu malade, donc j'ai une voix un peu rauque. Avant de commencer sur le périmètre des missions, je voudrais qu'on clarifie une chose. Parce qu'en fait, un expert comptable stagiaire est membre de l'ordre. Donc il est soumis à la déontologie de l'ordre, mais pour autant, il ne peut pas faire tout ce qu'un expert comptable fait, puisque justement, il n'est pas expert comptable. Donc si on regarde le périmètre des missions, dans le périmètre des missions, il y a des missions qu'il ne peut pas faire, lui. C'est des missions réservées aux experts comptables. En revanche, quand je dis qu'il ne peut pas les faire, il peut participer aux missions. Il ne peut pas les signer. Enfin, signer, c'est un bien grand mot. Il ne peut pas en prendre la responsabilité. En revanche, il y a des missions qui ne sont pas des missions de la prérogative d'exercice, qu'il pourrait très bien exercer, s'il en a la compétence, et signer, si en fin de compte, il a reçu un pouvoir de signature de la part du dirigeant de la société. D'accord ? C'est bien pour clarifier. Donc, vous êtes membre de l'ordre des experts comptables, vous êtes soumis à la déontologie de l'ordre des experts comptables, vous pouvez être traduit en chambre de discipline comme un expert comptable, et pour autant, vous ne pouvez pas faire encore toutes les missions qu'un expert comptable a le droit de faire. D'accord ? Donc, dans les missions, on a coutume de les regrouper en deux pavés. Le premier, ce sont les missions qui sont à l'origine de l'ordre des experts comptables. Ce sont les missions de prérogatives d'exercice. En vrai, dans les missions de prérogatives d'exercice, c'est les articles. Il y a trois types de missions. Il y a les missions qui sont réellement de prérogatives d'exercice, c'est-à-dire tout ce qui touche à la comptabilité. C'est simple, hein, c'est tenue, révision, consolidation, contrôle, restructuration, enfin, tout ce qui touche à la comptabilité dépend de la prérogative d'exercice. Ça, c'est réservé à un expert comptable, que ce soit une personne physique ou une personne morale. D'accord ? Donc, ce sont ces missions-là sur lesquelles vous pouvez participer, mais sans pour autant être le responsable. Enfin, vous pouvez être le responsable de la mission, mais vous ne pouvez pas être la personne qui endosse la responsabilité de la mission. Globalement, ça veut dire que je ne peux pas les signer, celles-là, on est d'accord ? Non. Alors, volontairement, je n'ai pas employé signer, parce qu'en fait, tu sais bien qu'on les signe pas. Enfin, on ne signe pas, mais voilà. C'est ce qu'ils aiment bien nous dire. Encore qu'on peut signer une mission de présentation des comptes, puisque on pourrait être amené à la signer. Donc, l'expert comptable stagiaire ne peut pas le faire. D'accord ?
Donc, ça veut dire que pas d'attestation, hein, on est d'accord? Pas d'attestation, on est bien d'accord. Dans la prérogative d'exercice, enfin, dans l'article 2, il y a 2 autres types de missions. Il y a les créations d'entreprises et puis il y a également toutes les missions qui sont des missions relatives aux déclarations fiscales des personnes physiques. D'accord. À côté de ça, il y a les missions, donc, ce sont celles que l'on voit sur le slide, hein, ce sont les missions de l'article 2, mais qui sont hors prérogative d'exercice. Donc, ce qui veut dire que si elles ne sont pas prérogatives d'exercice, une déclaration fiscale d'un client, un expert comptable peut très bien recevoir donc, le pouvoir de la part du dirigeant de l'entreprise pour pouvoir effectuer lui-même les missions et en être totalement responsable. Donc, indirectement, Élodie est signée. Voilà, donc, il pourrait signer les IFI des clients. Waouh! Exactement. Exactement. Donc, en fait, ce que l'expert comptable stagiaire ne peut pas faire seul, ce sont des missions de comptabilité. Toutes les missions de comptabilité. Donc, ça, c'est l'article 2. Ensuite, il y a toutes les missions de l'article 22. Alors, les missions de l'article 22, on pourrait plutôt appeler ça des missions de conseil, encore que dans l'article 2, on peut quand même dire que les missions de déclaration fiscale des personnes physiques, ça relève plutôt du conseil. Mais donc, on a alors tout un lot de déclarations, avec certaines qui sont complètement à droite, enfin de déclarations, pardon, de missions, avec certaines, celles qui sont à droite sur la slide, qui sont des missions un peu particulières, ce sont les missions d'études et travaux juridiques. Donc celles-ci, on peut les faire, mais elles relèvent en théorie de la prérogative d'exercice des avocats. Donc on ne peut les faire qu'à la condition que le cabinet ait une mission permanente, administrative ou comptable. Mission permanente, déclarative ou administrative. Autrement dit, c'est le thème le plus facile, l'exemple le plus facile à prendre. Si je fais des déclarations, si je fais des bulletins de paye, ce sont des missions permanentes, j'ai le droit de faire n'importe quelle mission de conseil juridique. Je peux faire une mission de conseil fiscal. Ça n'a rien à voir, mais c'est une mission permanente qui m'ouvre la possibilité de faire des missions juridiques. D'accord ? Ça, ce sont les missions un peu particulières de l'article 22. Puis après, il y a les autres. Donc, c'est pavé de gauche et puis pavé du milieu. Donc, les mandats de paiement et recouvrement de créances. Donc, ça, ce sont des missions qui sont nouvelles. Hein. Enfin, nouvelles. Oui, on peut dire qu'elles sont nouvelles, de 2019. Donc, c'est nouveau. Attention, mandat de paiement, ça veut dire qu'en fin de compte, on peut payer, on peut réaliser les opérations de paiement pour le compte du client. On peut réaliser seulement pour le compte du client, relance de ses propres créanciers, encaissement, mais jamais sur nos comptes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'encaisser les créances de notre propre client sur le compte bancaire du cabinet et de lui reverser après. Ça, c'est totalement interdit. Hein. Ça s'apparenterait de l'agence d'affaires. Ça, c'est complètement interdit. En revanche, on peut le faire directement en passant par ses propres comptes. Et on n'a pas le droit de détenir des moyens de paiement. Alors, on est un peu dans l'ancien monde. On n'a pas le droit de détenir des moyens de paiement sous forme de chèque. Je ne peux pas avoir le chéquier du client. En revanche, je peux très bien avoir les codes pour pouvoir faire les virements. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Tu voulais poser une question? Non, j'allais dire surtout faites attention parce que c'est soumis au fait qu'il y ait un mandat qui soit signé avec le client. Ah, évidemment. Pour le coup, là, on n'est pas dans le mandat implicite, on est dans un vrai mandat qui est signé. Donc, attention à cette petite. On n'y est pas encore arrivé, mais allez, on peut le préciser. Toute mission d'un expert comptable doit d'abord faire l'objet d'une lettre de mission. Il y a une jurisprudence qui n'est pas très vieille, qui date de septembre 2023, dans laquelle un expert comptable avait fait une mission en tant que conseil. Hein. Il avait fait une mission auprès d'un client sans lettre de mission. Or, il est reconnu qu'un conseil peut très bien établir une facture s'il arrive à justifier le temps qu'il a passé et que les taux horaires sont cohérents. Il peut faire la facture. Et la Cour de cassation a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai pour les experts comptables. Parce que dans le code de déontologie, il est prévu que la lettre de mission est préalable à toute mission. Donc, pas de lettre de mission, ça veut dire pas de paiement. Décision de septembre 2023. Évidemment, Élodie, il faut qu'il y ait une lettre de mission. Et donc, pour les mandats de paiement, il faut qu'il y ait une lettre de mission dans laquelle le client nous mandate pour pouvoir réaliser les paiements pour lui. On ne s'affole pas trop, hein, on ne va pas faire tout un tas d'actes commerciaux, vous voyez. Hein. Organisation de séminaires, cycle de formation, coaching, c'est très à la mode, donc il y a pas mal de coach maintenant, on peut le faire. Mise à disposition de locaux, hein, donc ça avant on pouvait le faire, mais
exclusivement dans une société distincte, plus maintenant. Hein. Voilà, recherche, développement, fourniture de sites web et puis donc, la domiciliation. Ensuite, on peut faire, je suppose que c'est après, tout un tas d'autres missions. Alors, juste avant, moi j'ai une petite question. Avant celle-ci, j'en ai même une préalable. C'est Julie qui est en ligne qui me dit l'expert comptable qui veut nous déléguer la signature des attestations. C'était une attestation pour du chiffre d'affaires, par exemple. Avec écrit expert comptable mémorialiste. Est-ce que c'est possible et est-ce qu'elle peut signer, Julie? Moi, non. Alors, c'est pas une mission de prérogative d'exercice. C'est une mission particulière. Mais elle se rapporte à une mission comptable. Moi, je dirais que non. Et de toute façon, je laisserai la responsabilité à l'expert comptable de signer l'attestation parce que s'il y a bien une mission que je conseille de faire, en ayant bien réfléchi à la faire, c'est bien la mission d'attestation. Puisque quand on atteste quelque chose, on rend service à une personne et potentiellement, on dessert les intérêts d'une autre. Donc, il y a quand même des risques que l'on vienne nous chercher des noises. Donc, je ferai en sorte de ne pas signer une mission d'attestation, je laisserai l'expert comptable le faire. D'autant plus que, dans le cas précis, chiffre d'affaires, ça se rapporte à une mission de comptabilité, je ne le ferai pas. D'autant plus que je vais te dire, Julie, c'est pas toi qui encaisse non plus. Hein. Non. Donc, tu vas pas prendre pour quelque chose dont tu n'es pas rémunéré. En tout cas, ça me semble assez peu logique finalement. Exactement. Alors, mission d'attestation, je précise, suivre rigoureusement de l'ordre des experts comptables, la suivre rigoureusement. Parce que si jamais le client n'est pas content, ou l'autre qui était en face de l'attestation et qui vous traduit devant l'ordre, vous allez aller en champ de discipline. Et la seule chose que l'on a, nous, c'est voir comment vous avez fait. Et voir comment vous avez fait, c'est savoir si vous avez respecté les dispositions de la norme 3100. Alors tout ça, vous le trouvez pour rappel sur le site du Conseil national, bien évidemment, sur le site du Conseil de l'ordre et sur Cap sur la performance, où vous avez tout qui vont bien, les exemples d'attestation et puis tous les textes qui sont référents par rapport à ça. Donc surtout, ne prenez pas une attestation que vous avez déjà vue. C'est un mauvais coup qui est aujourd'hui en place chez votre expert comptable. On vous encourage fortement, vous stagiaires, à aller vérifier dans la documentation qui est à disposition pour vraiment vérifier et prendre le bon modèle. Juste attention, petit point de vigilance, parce que j'ai déjà vu lors des journées de formation, les journées en présentiel, on me montre parfois des attestations qui ne sont pas tout à fait aux normes. Donc voilà, point de vigilance, vérifiez toujours ce que vous avez, n'hésitez pas à aller chercher dans la documentation. Et puis en plus, ça vous fera une super révision pour l'épreuve numéro 1. Alors, seconde question, est-ce que je peux apposer ma signature d'expert comptable stagiaire sur un rapport qui est émis dans le cadre d'une mission de présentation des comptes? Non, je crois que j'ai déjà répondu. Donc, non, la mission de présentation des comptes, c'est une mission de prérogative d'exercice. Donc, elle est réservée à un expert comptable. Alors, on est d'accord. Le cabinet, si c'est une société, est un expert comptable. Hein, c'est une société d'expertise comptable. Mais le cabinet ne peut pas signer tout seul. Il y a forcément quelqu'un qui va signer l'attestation de présentation des comptes. Et ce quelqu'un, ça ne peut être qu'une personne expert comptable. Ben voilà, donc on a dévoyé. Donc seul, alors, il y a 2 sortes de signatures dans un cabinet. Il y a la signature qu'on appelle technique et il y a la signature qu'on appelle sociale. Lorsque je signe une lettre de mission, c'est une signature sociale. Lorsque je signe un rapport de présentation des comptes, c'est une signature technique. La signature technique, on peut la déléguer. Donc, le dirigeant de la société peut la déléguer. S'il s'agit d'une mission marquée en bleu, la prérogative d'exercice, donc par exemple tenue, révision, présentation des comptes, voilà, compilation de comptes, ça ne peut être délégué qu'à une personne expert comptable, pas un expert comptable stagiaire. Les missions qui sont les missions donc qui sont pas des missions de prérogative d'exercice, sauf les missions légales en bas, hein, je vais y revenir. Donc, les missions de l'article 22, on a parlé, le mandat de paiement, le mandat de recouvrement, les missions sociales, les missions juridiques, et puis il peut y en avoir d'autres, hein, des missions de due diligence, etc. Toutes ces missions-là, on peut les déléguer. Donc, le dirigeant de l'entreprise peut déléguer la signature technique à une personne qui ne serait pas expert comptable.
Donc, par exemple, un expert comptable stagiaire, si bien entendu, il a les compétences pour le faire. Et donc, les missions légales, c'est qu'un expert comptable qui veut les faire, ce sont des missions particulières. Ce serait par exemple les missions pour le comité d'entreprise, des missions comme ça. Hein, donc, les missions de compte de campagne, Examen de conformité fiscale. examen de conformité fiscale, par exemple. Voilà. D'accord. Mais c'est moi quel truc. Voilà. Alors, autre question. Cette fois, je suis toujours expert comptable stagiaire et j'ai envie de signer une lettre de mission pour une mission d'accompagnement en droit social. Et là, je pense qu'on y a presque répondu. Hein. Attention, signature sociale, signature technique, c'est pas la même chose. Et donc là, je pense que Vital va nous dire. Ah ben, je vais dire que oui. On pourrait, bien évidemment. Là, on peut le faire. Hein, d'accord. Vous pourriez être. Voilà. Ah, attention, encore une fois, si vous avez les compétences, hein, quand même. Hein. Alors, il faut avoir les compétences, puis surtout, il faut avoir une délégation. C'est-à-dire qu'une délégation de signature, c'est un document dans lequel le dirigeant de l'entreprise donc, vous donne officiellement le pouvoir de signer. Bon, personnellement, dans mon cabinet, on n'en donne pas. Parce que quand on donne des délégations à des gens qui sont experts comptables et des délégations à des gens qui ne sont pas experts comptables, au bout d'un moment, je crains qu'on se prenne les pieds dans le tapis. On va arriver à signer des trucs qu'il ne fallait pas signer. Donc, pour éviter, moi, je préfère la double signature. Alors, je comprends que ça puisse faire plaisir de signer quelque chose en tant qu'expert comptable stagiaire ou autre. Je préfère la double signature. Je suis sûr qu'on est protégé. Et si on n'a pas bien réfléchi, on ne prend pas trop de risques. Alors, deuxième thème de cette soirée, on va passer au secret professionnel. Hop. Merci beaucoup. Alors, sur le secret professionnel, la semaine dernière, on a sur la page LinkedIn donc, du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris publié une question pour introduire un peu cette soirée, ce rendez-vous aux 50. En tant qu'expert comptable stagiaire, suis-je soumis au secret professionnel au même titre que les experts comptables? Et bon, majoritairement, vous avez effectivement bien répondu. Oui, c'est l'article 21 de l'ordonnance de 1945 qui prévoit que les experts comptables stagiaires sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les peines fixées donc, à l'article 626-13 du Code pénal. Alors cet article du Code pénal, il indique effectivement qu'une personne qui est dépositaire d'informations soumises au secret professionnel peut être punie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende s'il révèle justement ces informations-là. Et le secret professionnel, bien évidemment, il a un caractère absolu. Il n'y a que la loi qui peut délier un expert comptable ou un expert comptable stagiaire du secret professionnel. Mais pour autant, il n'y a pas de définition légale du secret professionnel. Donc, c'est un peu la difficulté sur ce sujet. C'est la jurisprudence, souvent, qui explique que pour qu'il y ait donc une considération de secret professionnel, c'est prendre en considération le fait qu'une personne, par sa profession, notamment pour les experts comptables, a eu connaissance d'informations dont il n'aurait pas dû avoir connaissance s'il n'avait pas fait cette profession, s'il ne réalisait pas cette mission. Donc véritablement, on va se poser la question à chaque fois, est-ce que je suis délié du secret professionnel lorsqu'un tiers nous sollicite? Justement, puisqu'il n'y a pas de définition, on va voir quelques cas concrets pour justement se poser la question du secret professionnel. Exactement. Alors, première question que vous pouvez être amené à vous poser en tant qu'expert comptable stagiaire, c'est finalement, j'ai un expert comptable qui m'indique qu'il va reprendre un client du cabinet dans lequel j'effectue mon stage. Il me demande de lui transmettre les documents comptables du client. Est-ce que je peux transmettre ces documents? Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le concret, ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des cabinets. Oui. Globalement, comment je gère ça par rapport au secret professionnel? Là, on est classiquement dans un cas de reprise de dossier. On a un client qui apparemment change d'expert comptable, puisque bien évidemment, un client peut changer d'expert comptable. C'est un principe depuis 2000 par la Cour de cassation. Il n'y a pas de difficulté sur ce point. Maintenant, dans la pratique, effectivement, lorsqu'un expert comptable sollicite un autre expert comptable pour lui indiquer, voilà, j'entre en fonction pour tel client qui m'a sollicité, est-ce qu'il y a des honoraires en souffrance? Et dans tous les cas, est-ce que je peux récupérer les documents pour faciliter la reprise? C'est dans les intérêts du client. Dans tous les cas, au niveau du secret professionnel, il n'y a pas de levée du secret professionnel. C'est plus courant, c'est plus pratique, mais d'un point de vue juridique, il n'y a pas de levée du secret professionnel et ça permet aussi, en cas de contentieux, de protéger l'expert comptable sortant parce que ça va lui permettre aussi de contacter le client pour lui dire « je vais vous transmettre vos documents ».
mais il faudra me signer une lettre de décharge qui indique les documents que je vous ai transmis pour pas que plus tard vous puissiez dire je veux récupérer des documents que je vous ai déjà transmis. Donc c'est aussi une question de responsabilité du cabinet. Et oui, j'allais rajouter dans la pratique, j'ai envie de dire que pour le coup, il suffit dans ces cas-là très clairement d'envoyer tous les documents au client et c'est au client de transmettre à son nouvel expert comptable en fait. Exactement. Il faut juste souvent penser à enlever, parce qu'ils sont souvent en copie, on enlève la copie et on les envoie. Voilà, c'est le petit point de vigilance. Alors, ne même pas mettre le client en copie et répondre directement au nouvel expert comptable. N'envoyez pas les éléments par mail, ça veut juste dire que si vous le faites, faites attention à enlever la copie du nouvel expert comptable et à bien l'envoyer au client pour que ce soit le client qui transmette ces documents. Et il y a même des cas, effectivement, au niveau de la commission respect des devoirs professionnels de l'ordre, où un expert comptable nous informe donc qu'il est sollicité par un confrère pour la reprise d'un dossier, mais son client n'a pas dénoncé la lettre de mission. Donc, on est dans un cas où l'expert comptable sortant n'est même pas informé par le client lui-même qui a signé une lettre de mission qu'il veut changer d'expert comptable. Sauf que qui dit lettre de mission dit délai de préavis certainement. Qui dit lettre de mission et donc délai de préavis dit indemnité de rupture éventuellement. Donc, voilà, on est vraiment dans un schéma où, en tant qu'expert comptable stagiaire, si vous êtes sollicité par un expert comptable, vous devez vraiment informer l'expert comptable avec qui vous travaillez qu'il y a une problématique sur un client qui souhaite partir, puisque peut-être même tout simplement que le client n'a pas soldé tous ses honoraires. Donc voilà, soyez vigilants dans les relations entre experts comptables stagiaires, puisque sur ces cas-là, il n'y a pas de levée du secret professionnel. Alors, autre petite question. Concrètement, un associé d'une société cliente du cabinet me contacte avec une délégation de pouvoir afin d'obtenir le FEC de l'année dernière. Est-ce que moi, expert comptable stagiaire, je peux être amené, est-ce que j'ai le droit de lui communiquer ce FEC? Alors, sur cette question, il y a 2 points de vigilance. La première chose, le premier point de vigilance, c'est que c'est la personne qui nous contacte, c'est l'associé de la société. Et le deuxième point de vigilance, c'est qu'il y a une délégation de pouvoir. Alors, on serait tenté de se dire, il y a une délégation de pouvoir, le client a donné pouvoir à un associé pour que je puisse lui transmettre les éléments, mais le secret professionnel est absolu. Donc, même une délégation de pouvoir ne permet pas à un expert comptable d'être délié du secret professionnel. Il y a d'ailleurs une jurisprudence de 2005 sur ce point-là. Et ensuite, deuxième point du coup sur la qualité d'associé, l'expert comptable n'a de compte à rendre qu'à la personne qui a signé la lettre de mission. Et un associé n'a pas signé la lettre de mission. Donc, autant il y a un devoir de loyauté du dirigeant de la société envers les associés, pour autant, l'expert comptable n'a absolument aucun compte à rendre à l'associé de la société. Et souvent, quand il y a des conflits entre associés, nous, au niveau de l'ordre, on recommande toujours à l'expert comptable de faire très attention à qui il contacte, à qui il communique des informations, qui le contacte, et surtout, s'il y a une problématique entre le dirigeant et les associés, c'est uniquement au dirigeant qu'il doit donner des informations. Donc voilà, soyez très vigilants sur ce point-là. Il n'y a pas non plus de levée du secret professionnel vis-à-vis des associés. Je peux faire un complément? Ah, mais bien sûr. En fait, vous avez compris qu'on signe la lettre de mission avec l'entreprise. Et donc, la personne qui est mandatée par l'entreprise pour signer la lettre de mission. Dans la plupart des entreprises, c'est le dirigeant. Il n'y a pas de souci. Mais dans des entreprises plus grosses, on ne signe pas avec le dirigeant. Si vous avez une filiale d'une boîte américaine, le dirigeant est aux États-Unis, il ne va pas signer la lettre de mission. Ce n'est pas lui qui signe. C'est un directeur financier, c'est un DAF, c'est quelqu'un qui est là. Donc là, il faut bien faire attention quand on signe la lettre de mission. Qu'on signe la lettre de mission avec une personne qui est en capacité de le faire, d'abord. Alors, c'est toujours délicat de dire à un directeur financier est-ce que vous avez la capacité de signer, mais bon, il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, il faut faire attention que quand on lui transfère des données, qu'il ne soit pas en conflit avec l'entreprise. C'est déjà arrivé. Voilà. Donc, il faut quand même être vigilant sur les informations, parce que ce n'est pas toujours le dirigeant de l'entreprise avec lequel on signe la lettre de mission. Ça arrive régulièrement que les associés soient en conflit entre eux et que pour le coup, à ce moment-là, dès qu'il y a une problématique, c'est à nous qu'ils écrivent ou à vous, experts comptables stagiaires. Et pour le coup, c'est là qu'on peut être amené à donner des éléments qu'on n'a pas à transmettre en fait. Donc, c'est un vrai problème de secret professionnel. Alors que dans la pratique, on n'a pas forcément anticipé le fait que l'associé n'était pas en droit forcément de nous poser des questions. Donc, il faut toujours bien faire attention à la renvoyer directement vers le dirigeant plutôt que de transmettre des éléments parce que sinon, vous aurez effectivement un problème de secret professionnel.
Alors, je suis expert. Oui. Alors, j'ai dans la salle une question où, globalement, si c'est la banque qui me demande d'envoyer des fakes ou des bilans, par exemple, est-ce que je suis en droit, moi, expert comptable stagiaire, d'envoyer ces éléments directement à la banque? Mais en théorie, non. En théorie, vous devez les envoyer au client, le client les enverra à la banque. Bien souvent, au lieu de faire une relation transitive, on fait une relation objective. On envoie directement à la banque. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un souci, on se retournera contre vous. On a un confrère ou une consoeur qui en parlait il n'y a pas longtemps, où Oui. là, pour le coup, le client, en fait, voulait pas que les éléments soient transmis à la banque. Ah. Et pour le coup, c'était fait. Donc non, il faut transmettre au client et le client les transmet. En fait, il faut quand même sentir les choses. Il faut sentir les situations. D'abord, il ne faut pas trop faire confiance. Il faut sentir les situations qui peuvent potentiellement être sulfureuses. Et quand on sent qu'il peut y avoir quelque chose, là, on respecte bien donc, toutes nos obligations. Dans la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Mais il faut toujours penser justement à la situation qui sera conflictuelle. Globalement, je pense que le bon automatisme, c'est de se dire systématiquement, à chaque fois que vous devez vous poser une question, c'est j'envoie au dirigeant, au client, Exactement. et après, c'est lui qui décide d'à qui il renvoie. Vous lui mettez le mail dessous, il n'a plus qu'à le renvoyer. Oui. Oui. Lorsque maintenant, c'est le client lui-même qui, ayant reçu le mail de cet organisme-là, nous demande par un mail de l'envoyer directement à l'organisme. Donc, même question, mais cette fois, le cas, c'est j'ai reçu un mail de mon client qui me demande d'envoyer directement les éléments à la banque, par exemple, comme ça arrive, que ça peut être les prévisionnels ou ce genre de choses, ou les bilans. Voilà, est-ce que j'ai droit, même dans ce cas-là, même si c'est le client qui me demande de les envoyer directement à la banque? Si je suis légaliste, je vous dis non, parce qu'on ne peut pas être levé du secret professionnel. D'accord? On ne peut pas. On ne peut pas être délié du secret professionnel par un client. Donc, la réponse est non, si je suis légaliste. Après, je suis pragmatique. Quand je suis pragmatique, je peux envoyer. Mais il faut savoir que si je le fais, je prends potentiellement un risque. Il faut que je connaisse bien mon client. Pas de souci. Avec la banque, il n'y a pas trop de soucis, mais imaginez que c'est avec un acheteur. D'accord? Voilà, faut faire attention. Moi, je dirais le réflexe, c'est d'envoyer au client. C'est et le plutôt dire au client, gère. écoutez, j'ai bien compris, mais écoutez, je vous l'envoie, et puis vous le renvoyez parce qu'en fait, tout simplement, je n'ai pas le droit. Alors, autre cas un peu moins drôle. Cette fois, j'ai une petite visite. Donc, moi, je suis expert. J'ai un officier de la police judiciaire qui vient me voir et il me demande des documents qui sont couverts par le secret professionnel. Alors, typiquement, est-ce que j'ai le droit de lui transmettre? Alors déjà, peut-être question préalable, finalement, c'est quoi les documents qui sont couverts par le secret professionnel et ceux qui ne le sont pas? Et après, dans ce cadre-là, moi, est-ce que je dois les transmettre? C'est quand même l'autorité, c'est un officier de police. Qu'est-ce que je fais? Les documents couverts par le secret professionnel, c'est tout ce qui touche le client. Tout ce qui n'est pas public. Par exemple, un bilan, un compte de résultat déposé au greffe, ce n'est pas couvert par le secret professionnel puisque c'est public. C'est tout ce qui n'est pas public. Toute information qui n'est pas publique. Elle est couverte par le secret professionnel. Là, typiquement, l'officier de police judiciaire, il va venir chercher des factures, transactions bancaires et autres. Voilà. Ça peut l'intéresser parce qu'on peut supposer qu'il recherche une fraude quelconque. Est-ce qu'on peut lui transmettre? Ça dépend. Ce n'est pas parce qu'il est officier de police judiciaire qu'on peut lui transmettre. Ça, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que ce soit un officier de police judiciaire qui vient sur commission rogatoire. C'est-à-dire qu'il soit autorisé par le juge à venir, à nous demander les documents. Auquel cas, s'il décline son identité, sa carte d'officier de police judiciaire et puis sa réquisition judiciaire, dans ces cas-là, on pourra lui transmettre les documents. Alors, ils ne le font pas tout le temps. Par exemple, vous pouvez être convoqué. Vous savez qu'on a fait sauter ce qu'on appelle le verrou de Bercy. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était l'administration fiscale, quand il y avait un redressement fiscal, qui décidait des poursuites ou de l'absence de poursuites. On a trouvé que ce n'était pas bien, qu'en fin de compte, l'administration pouvait choisir les poursuites qu'elle allait engager. Donc, il faut faire les choses toujours plus blanc maintenant et on donne la possibilité, l'obligation au juge de poursuivre dès lors que le redressement dépasse 100 000 € et qu'il y a eu des pénalités de 80% ou 40% pour la deuxième fois. Et donc là, il y a une poursuite automatique. Et auquel cas, vous, en tant qu'expert comptable, vous pourriez être convoqué devant la police en tant que témoin. On va vous questionner sur les opérations qu'il y avait eu. Et là, on va
vous demandez de porter des documents. Sauf que là, quand vous leur posez la question, il n'y a pas de réquisition judiciaire. Donc, il y a un flou. Mais vous êtes dans les murs de la police. Oui, alors moi, je dirais que le bon réflexe, c'est quoi? On appelle l'ordre. Hein. Faut On appeler. a un numéro, il y a un Alors, service qui répond à ces cas-là. Voilà. déjà, je plaisante, mais sans plaisanter. Il faut toujours avoir dans son téléphone un numéro d'un avocat qui pourra un jour donc venir à notre secours si on a des problèmes. C'est vrai en tant que commissaire au compte, mais ça peut l'être également en tant qu'expert comptable. Et puis, il faut avoir le numéro de l'ordre, et puis il faut appeler, il faut se renseigner. Mais avant d'y aller, parce qu'en fin de compte, on ne vient pas nous chercher, on nous prévient avant. Hein, donc, question de l'ordre. Mais parfois, c'est difficile de faire opposition à la police. Donc, on garde en tête, hein, donc, officier de police judiciaire et puis une réquisition judiciaire. Alors, cette fois, on change d'administration. Hein, on passe des services de la police aux services URSSAF. Donc, les services de l'URSSAF me contactent pour que je leur transmette les bulletins de salaire d'un client du cabinet. Est-ce que je suis amenée dans ce cadre-là, hein, dans le cadre des services de l'URSSAF, justement à être levée de mon secret professionnel? Donc là, on est d'accord, ce sont des documents qui ne sont pas publics. Ça se saurait hein, si les bulletins de étaient publics. Donc, ils ne sont pas publics. Donc, ils sont couverts par le secret professionnel. Donc là, on se dit, je suis levé du secret professionnel si un texte le dit. Malheureusement, les textes ne sont que rarement très clairs. Il y en a un qui est clair, c'est l'article 86 du LPF. Celui-là, il est clair. Non, c'est du Code général des impôts. Il est clair. Assez clair, on va dire. Hein, assez clair. Mais ça fait tellement longtemps qu'on le pratique qu'on arrive bien à le cerner. Il y a plein d'autres textes qui nous lèvent du secret professionnel ou qui sont censés nous lever du secret professionnel. Et je peux vous assurer que parfois, on a du mal à les comprendre. Hein. Donc là, il n'y a pas de texte spécifique qui lève le secret professionnel au regard de l'URSSAF. Donc, non, on ne transmet rien à l'URSSAF, strictement rien, même s'ils menacent de pénalité. On ne transmet pas. Et là, on est bien d'accord, point de vigilance, hein, on n'est pas dans le cadre d'un contrôle URSSAF. Hein, on est bien dans le cas où c'est les services qui nous demandent des éléments. Oui. Donc, pour résumer, en matière de secret professionnel, quelques bons réflexes, hein, comme on l'a indiqué précédemment. Toujours s'interroger sur qui me sollicite. Deuxième point, est-ce que la loi me délie du secret professionnel? Parfois, on n'a pas la réponse en tant qu'expert comptable stagiaire ou en tant qu'expert comptable. Vous pouvez aussi très bien demander à votre interlocuteur de vous communiquer le texte sur lequel il se fonde pour vous demander des documents. Et troisième possibilité, tout simplement, comme on l'a dit, hein, contacter l'ordre. Il y a un service de déontologie tous les après-midi de 14h à 18h qui justement répond par téléphone à toutes les questions des professionnels du chiffre et également par mail. Donc, n'hésitez pas. Petite question dans la salle. Là, c'est une question qu'on rencontre souvent. Je demande un remboursement, par exemple, TVA. L'administration me demande de faire un magnifique tableau avec toutes les sommes et de fournir 5 factures des montants les plus importants pour justifier ce montant. Alors là, la question dans la salle, c'est j'ai une demande de remboursement de crédit de TVA à faire. Bien évidemment, vous le savez, aujourd'hui, avec les demandes de remboursement de crédit de TVA, il faut remplir le beau tableau qu'on envoie à l'administration fiscale qui revient sur les dates, le fournisseur, les montants, les adresses même, quand on le remplit vraiment très, très bien. Voilà. Et avec, on est censé transmettre un certain nombre de factures, au moins les plus importantes et les plus significatives, avec cette demande de remboursement. Donc, est-ce que moi, en tant qu'expert comptable stagiaire ou expert comptable tout court d'ailleurs, est-ce que j'ai le droit d'envoyer effectivement ces éléments à l'administration fiscale dans le cadre d'une demande de remboursement de crédit de TVA? Comme ça, et ce que vous faites tous, c'est non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une demande de remboursement de TVA en fiscalité, c'est une réclamation contentieuse. Donc, quand je fais une réclamation contentieuse, je demande un mandat de la part de mon client, d'accord? Ou je peux avoir un mandat dans la lettre de mission, puisque j'ai plus l'obligation de présenter le mandat auprès de l'administration. Je peux prévoir dans la lettre de mission qu'en cas de demande de réclamation contentieuse de la part de l'administration, enfin, au regard de l'administration fiscale, j'aurai donc mandat pour représenter la société. Et auquel cas, si dans l'aide de mission ou si sur un document annexe, le client vous mandate, vous n'avez pas de problème. Et si vous ne faites rien, en théorie, vous ne pouvez pas.
Exactement. Parce qu'en fin de compte, on est dans le cadre d'une réclamation contentieuse, donc du précontentieux avec l'administration fiscale. Demande de remboursement de TVA, c'est un précontentieux. Il faut savoir que l'administration n'a pas du tout envie de rembourser. Alors, troisième thème avec lequel on va enchaîner sont les actions de communication. Exactement. Finalement, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Comment je peux permettre de promouvoir l'activité du cabinet? Est-ce que, en tant qu'expert comptable stagiaire, je peux aussi trouver de la clientèle? Pourquoi pas, hein? C'est vraiment tout ce que, en matière de publicité, de communication, de démarchage même, puisque c'est autorisé, on peut faire, vous pouvez faire en tant qu'expert comptable stagiaire. Alors, rapidement, les règles. On a l'article 152 hein, du Code de déontologie. Toute action de communication, quel que soit le support. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça peut être sur un panneau publicitaire, un article de presse, des maillots de foot aussi. On a déjà eu le cas où un expert comptable avait mis une publicité pour son cabinet sur des maillots de foot. Tant que l'action de communication ne contrevient pas aux conditions qui sont indiquées donc, sur le slide. Donc, être mis en œuvre avec discrétion, ne pas porter atteinte à l'indépendance, la dignité, l'image de la profession, respecter les obligations en matière de secret professionnel, être décent, empreint de retenue, ne comporter aucune inexactitude, ni induire le public en erreur, être exempt de tout élément comparatif. Voilà, c'est beaucoup de conditions, mais au final, ça permet quand même assez de liberté aux experts comptables pour pouvoir faire leur action de communication. Ça concerne aussi les experts comptables stagiaires. On a trouvé quelques exemples où qu'on va vous expliquer juste après. Donc, le premier. Premier exemple. Juste avant cet exemple, l'idée c'est de se dire, il y a très très longtemps, il y a encore, ça circule un peu parfois dans les cabinets et certains stagiaires nous disent qu'en fait finalement on n'a pas le droit de communiquer à l'ordre. Attention, c'est pas du tout vrai. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hein. Même les actions de communication, elles sont plutôt larges finalement dans la pratique. Et ça remonte à un temps très très ancien où globalement on avait quelques problématiques pour communiquer, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Alors justement, voilà, je suis un expert comptable stagiaire et je suis en train de me demander si je peux faire appel à un influenceur ou une influenceuse pour promouvoir l'activité du cabinet dans lequel je travaille. C'est à la mode, les influenceurs ou les influenceuses. Oui, c'est ça. Bon, on a déjà été sollicité sur cette question, justement. Et la réponse, c'est tout simplement que oui, effectivement, c'est possible pour un expert comptable de stagiaire de prendre contact avec un influenceur pour promouvoir l'activité du cabinet dans lequel il travaille. Alors, bien évidemment, il faut que l'expert comptable du cabinet soit au courant. Il faut idéalement qu'il y ait un contrat qui soit conclu entre le cabinet et la personne, le tiers, hein, qui est sollicité. Mais surtout, celui-ci doit respecter le code de déontologie des experts comptables. Et donc, il doit respecter les règles et conditions qu'on a justement précitées juste avant. Donc, ça doit être empreint de retenue, ça ne doit pas induire le public en erreur. Voilà, c'est beaucoup de conditions qui doivent être respectées, mais qui permet, en termes de support, d'avoir un assez large panel. Donc, tu veux rajouter quelque chose Oui, il ne faut pas que l'influenceur il dise du cabinet que c'est le meilleur des cabinets, le plus beau, le plus fort, enfin, c'est le qui. Il ne faut pas qu'il se compare aux voisins en disant que moi, cabinet X, je suis 20 fois meilleur que cabinet Y ou je suis 20 fois moins cher ou peu importe. Hein, on évite les éléments de comparaison. Puis bon, je ne suis pas sûre que la jeune fille en maillot de bain servira pleinement la communication du cabinet, mais pourquoi pas. Ça peut être un influenceur aussi dans la tech, vraiment. Mais malheureusement, les exemples de 20 fois moins cher, 20 fois meilleur, etc., on les a au quotidien chaque année. On reçoit, on découvre aussi des pépites de communication donc de la profession. Et donc, ça va vous servir pendant toute votre carrière. Donc, soyez vigilants en termes de communication. Le maître mot, c'est confraternité et on ne l'oublie pas, notamment dans la communication. Et pas de faute d'orthographe non plus. C'est vrai, hein, on voit parfois des communications. Enfin, on nous alerte à la commission d'ontologie parce que on est quand même dans un pays où on aime bien dénoncer les autres. Hein. Donc, on nous rapporte donc des communications qui paraissent pas être vraiment conformes au code de déontologie et on s'aperçoit qu'elles sont bourrées de fautes en plus. Donc, non seulement c'est pas conforme, mais alors en plus, l'image de la profession en prend un coup. Non, vous allez dans le chat GPT, il va vous corriger toutes les fautes d'orthographe. C'est ça. Autre question, est-ce que je peux contacter des prospects pour le compte du cabinet dans lequel je travaille ? L'idée, c'est de pouvoir apporter moi-même une partie de clientèle au cabinet où je suis aujourd'hui.
On est clairement sur une mission d'apporteur d'affaires. Une mission qui est interdite pour les experts comptables, parce que c'est une incompatibilité avec la profession. Par contre, pour les experts comptables stagiaires, puisqu'ils ne sont pas encore experts comptables, c'est possible pour eux. Donc effectivement, pour le compte du cabinet pour lequel vous travaillez, vous pouvez effectivement trouver des clients, faire le lien entre les deux et être payé avec une commission par le cabinet d'expertise comptable. Sur cette distinction entre expert comptable et expert comptable stagiaire, les experts comptables stagiaires, ils ne sont pas soumis aux incompatibilités de l'ordre, aux incompatibilités de la profession. Par contre, ils restent quand même soumis à la surveillance de l'ordre. On a l'article 31 de l'ordonnance de 1945 qui prévoit justement le contrôle ponctuel, qui est aussi applicable avec l'article 490 du règlement intérieur qui renvoie à l'article 114 du décret, qui indique clairement qu'un expert comptable stagiaire peut faire l'objet d'un contrôle ponctuel. Donc véritablement, les experts comptables stagiaires, s'ils font des choses qui ne conviennent pas compte tenu de la profession en tant que telle, l'ordre peut les surveiller. Et ensuite, des mesures peuvent être mises en place, etc. Donc, Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir des petites primes de fin d'année. N'hésitez pas à aller trouver des clients pour votre cabinet. Je pense qu'ils seront contents. vous voyez, avec votre cabinet, effectivement, ça peut être toujours utile. Alors, autre thème cher à votre cœur en tant qu'expert comptable futur, la reprise de clientèle. Quel beau sujet. Ouais, est-ce que je peux m'installer pour pas cher? C'est ça. Ouais, c'est normal puisque j'ai travaillé dans le cabinet. Et puis, j'ai apporté quelques clients. Quelques clients. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit le code de déontologie sur la reprise de clientèle? Il nous dit que des choses de bon sens, en fait. Les dispositions du chapitre sur la reprise de clientèle, d'accord, s'appliquent aux experts comptables stagiaires. Donc, en fin de compte, quand vous partez d'un cabinet en étant encore stagiaire, vous êtes tenu par les dispositifs du code de déontologie sur la reprise de clientèle. Il faut le savoir. D'accord ? Donc, si vous partez dans un autre cabinet en emportant les clients, il faudrait être sûr qu'il y ait un accord de votre ancien employeur. Ça peut se faire, mais parce que je ne sais pas quels sont les accords qu'il peut y avoir avec votre employeur, mais il faut être conscient que ça doit être comme ça. L'article 161, les personnes, donc les experts comptables stagiaires notamment, se doivent, et les experts comptables, assistance, courtoisie réciproque. Ils doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères. Donc, je pars de chez mon ancien employeur, enfin de chez mon employeur, je ne dis pas de mal de lui, mais je ne dis pas de mal de lui aux clients que je gérais. D'accord ? Surtout ne restez pas chez lui parce que je m'en vais. Voilà. Ayez en tête que c'est un bon principe d'éducation, je crois, c'est judéo-chrétien. Faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Déjà, ça, c'est bien. Ensuite, l'article 165 qui nous dit, à l'issue des comptables, l'expert comptable, maintenant ex-expert comptable stagiaire, liberté d'installation. Et cette liberté d'installation s'exerce dans les limites de la réglementation des conventions conclues avec son maître de stage. De là, on en déduit quoi? En fin de compte, vous pouvez très bien partir avec les clients. Les clients n'appartiennent pas au cabinet. Ils font partie de son fonds de commerce, ça c'est certain. Mais le client, je crois, Thomas l'a dit au départ, il est libre de partir. Il est libre d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc il est libre de vous suivre. Un client qui vous suit, c'est pas grave. 2 clients, ça peut se comprendre. 10 clients, on commence à se demander si en fin de compte, il n'y a pas eu non-respect de l'article 161, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu des paroles, quelques malveillantes, quelques propos pas très bien venus à l'encontre de notre ancien employeur. On peut se demander. Et donc, dans ces cas-là, on serait pas en conformité avec les règles déontologiques. Donc, quoi qu'il en soit, il vaut mieux un mauvais arrangement avec son ancien employeur.
Donc, si des clients veulent vous suivre, eh bien, il faut avoir le courage d'aller voir votre employeur pour vous dire, voilà, je m'en vais, ils vont manifestement me suivre. Donc, soit ils viennent chez moi, et auquel cas on peut trouver un terrain d'entente, soit ils partent ailleurs, et là, il n'y aura pas de terrain d'entente du tout parce qu'ils ne partiront pas chez moi. Donc, je pense que c'est ça la bonne attitude. Et puis pensez, quand vous serez plus vieux, parce qu'un jour ça vous arrivera, si on vous fait la même chose, vous ne serez pas content. Le maître mot, c'est transparence. Hein. Oui, c'est ça. Pas de problème. Donc, il n'est pas interdit que les clients vous suivent. Ce qu'il est interdit, le mot est fort, c'est de les voler. C'est-à-dire, c'est partir sans accord, hein, sans indemnité. Il vaut mieux aller à l'ordre, parce qu'on n'est pas d'accord sur le prix, que se retrouver à l'ordre, parce qu'on est parti avec des clients et qu'on n'a pas voulu les payer. Parce que là, vous venez de vous installer. On se dit, zut, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire en sorte qu'ils s'installent, cela. Mais il est possible que vous passiez directement de l'autre côté, c'est-à-dire en champ de discipline. C'est pas bon, hein, de démarrer comme ça. Donc, il vaut mieux avoir un mauvais arrangement avec son ancien employeur, aller à la commission de résolution des litiges de l'ordre pour essayer de trouver le juste prix de ce que l'on prend, plutôt que de partir, hein, en faisant croire qu'on n'a rien pris, mais on a pris les clients, et puis après de se retrouver à l'ordre. Le maître mot, encore une fois, pour moi, c'est confraternité. Oui. Juste là. C'est pas plus compliqué que ça. Ça vous donne un sens comme dans l'autre. Tout ça, c'est du bon sens. Hein. Alors, justement, une petite question concrète. J'apprends que plusieurs clients du cabinet, c'est pas de mon fait, hein, mais j'apprends que plusieurs clients du cabinet, donc de mon maître de stage, souhaitent s'en aller. Est-ce que moi j'ai le droit d'établir un business plan pour les récupérer, pour les reprendre avec moi? Et puis, encore en plus, est-ce que j'ai le droit de faire ça à partir des fichiers du cabinet? Parce que tant qu'à faire, ça me permet de gagner un peu de temps quand même. Ah ben, bon, déjà, si je suis expert comptable stagiaire, je ne peux pas m'installer pour reprendre des clients qui sont des clients de l'article 2, on a dit, c'est-à-dire des clients donc, de prérogatives d'exercice. Déjà, ça, on ne peut pas. Hein. Ensuite, non, on ne peut pas utiliser les fichiers du cabinet. Bon, là, c'est du vol organisé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise la source pour pouvoir détourner cette source-là. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est la concurrence déloyale, parce que j'ai les informations en interne, j'utilise les informations en interne pour pouvoir détourner. Autrement dit, je sais combien on facture, je vais lui proposer un peu moins. Je savais ce qu'on faisait comme mission, je vais lui proposer un peu plus de missions. Voilà. Je savais que l'expert comptable les voyait 1 fois par an, et moi, ça sera 3 fois. Enfin bon, non, ça, c'est pas possible. D'accord? Parce que c'est la concurrence déloyale. Et puis, confraternité, on n'y est pas. Voilà. Alors, autre question pratico-pratique. Je vais travailler dans un cabinet d'expertise comptable et j'apporte une dizaine de clients. Est-ce que ces clients, ils m'appartiennent? Et puis, question subsidiaire, est-ce que je peux les récupérer si je m'en vais? Oui, c'est non. Hein, c'est ça, non, c'est non. Mais en vrai, les clients, ils appartiennent à qui? Moi, j'ai toujours pensé, depuis que je suis jeune, hein, je ne suis plus, c'est que en fait, Un peu moins. le client appartient à celui envers qui va sa confiance. S'il a confiance, donc, il suivra la personne en qui il a confiance, jusqu'à un certain point. Vous apercevrez que parfois, c'est difficile de quitter l'expert comptable. On a envie, puis on ne le fait pas, hein, parce que c'est compliqué. Bon, en vrai, quand on apporte des clients, ils n'appartiennent pas à celui qui les a apportés, ils appartiennent à la structure. Ils appartiennent à la structure qui peut les recevoir. Il faut vous poser la question de savoir si vous pouvez avoir un fonds de commerce. Dans la mesure où vous n'êtes pas un exploitant, vous n'avez pas de fonds de commerce, donc ça ne vous appartient pas les clients. D'accord? Voilà. Ils peuvent vous suivre après. Mais dans ces cas-là, on s'entend avec l'expert comptable. Imaginons que vous avez apporté les 10 clients et que l'expert comptable, parce que Thomas a dit que vous pouviez avoir une commission, il vous ait donné une commission. Si vous repartez avec, non seulement il ne sera pas content parce que vous partez avec les clients, mais en plus, il vous les a achetés. Donc, il sera doublement pas content. On ne veut pas le faire. Donc, la clientèle apportée n'appartient pas à l'expert comptable stagiaire. Hein, vous n'avez aucun droit sur celle-ci. Et puis, vous seriez censé être soumis par votre employeur, hein, donc à la vindicte de l'ordre et être traduit en champ de discipline. Ces clients apportés là, comme vous le dites, ont une meilleure affinité avec
en informant dans le mail que je vais quitter le cabinet, décide de me suivre. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai une question donc, dans la salle. Si je suis expert comptable stagiaire, je décide de m'en aller du cabinet où je suis. J'ai apporté des clients. J'ai apporté des clients et ces clients, pour le coup, même si je ne donne pas de mots, ne dénigre pas mon employeur, mon ancien employeur, est-ce que j'ai droit de, est-ce qu'ils ont le droit de me suivre? Mais ils ont le droit de vous suivre, les clients. Ce n'est pas interdit qu'ils vous suivent, les clients. Le problème, c'est qu'ils vous suivent et que vous partiez en courant sans rien vouloir donner à votre ancien employeur en lui disant non, no way, tu n'auras rien. Non. L'histoire, c'est de partir sans payer, quoi. Voilà, l'histoire, c'est ça. Donc, c'est trouver un accord. Et encore une fois, il faut faire la démarche pour trouver un accord. Si vous ne trouvez pas un accord, parce qu'il peut être trop gourmand, l'expert comptable, bon. Si vous ne trouvez pas un accord, commission de résolution des litiges, alors. D'accord. Et je vais même rajouter quelques éléments. Dans le cas d'un départ d'un collaborateur comme d'un expert comptable stagiaire, si c'est lui, de sa propre initiative, qui informe les clients de son départ, ça peut être justement une attitude qui nuit à la situation de l'expert comptable. Au niveau du service de déontologie, on recommande toujours, lorsqu'on est contacté par un employé, du coup, de lui dire « voyez avec votre employeur pour savoir qui va annoncer au client votre départ ». Si c'est l'employé qui annonce à tous les clients avec qui il a travaillé je m'en vais dans 5 mois », alors que l'employeur n'est même pas au courant finalement que l'employé va partir, ou même n'est même pas au courant qu'il y a cette discussion sur cette volonté de s'installer à son compte, etc., ça peut être problématique. Il peut y avoir un contentieux. Et deuxième élément, l'expert comptable stagiaire, il est lié avec l'expert comptable par un contrat. Et dans ce contrat, très souvent, il y a des clauses de non-concurrence, des clauses de respect de la clientèle, et avec des conditions à respecter. Si évidemment ces conditions ne sont pas dans la clause de non-concurrence, la clause peut être nulle, mais il y a quand même un respect de la clientèle de l'employeur par l'employé, par l'expert comptable stagiaire. Ces deux éléments vraiment à prendre en considération lorsque vous voulez vous installer. Et puis quand on est bon, des clients, on en a. On n'a pas besoin de piquer ceux des autres. Enfin, de ceux chez qui on était. Il vient, on en trouve des clients. C'est une vilaine façon de commencer, finalement. On ne met pas tout ce qu'il faut pour commencer dans des belles, on va dire, avec des belles opportunités. C'est un peu... c'est comme quand on triche à l'école, quoi. Finalement, on a eu un 18, mais on l'a eu en trichant. Ça a un petit goût amer. Finalement, il vaut mieux avoir le 16, mais tout seul, c'est pas si mal. Ou en tout cas, faire en sorte de négocier toujours, d'être transparent. Je pense que c'est plus facile à vivre que d'avoir le coup près de se dire, finalement, je vais essayer de partir en secret. Je vais rien dire à l'expert comptable. Il y a des clients qui vont partir au fur et à mesure en secret sans dire qu'ils viennent chez moi, etc. Mon Dieu, quel stress quand on commence, parce que vous savez que vous êtes dans des situations qui sont litigieuses et vous êtes en train de justement vous mettre en difficulté pour commencer. C'est pas une belle façon de commencer pour vous d'abord, avant même de parler de votre expert comptable. Pour moi, c'est pas des conditions pour réussir son installation. Vous aurez tellement d'autres sujets à traiter quand vous allez vous installer, qui ont une importance primordiale. Se rajouter ça au-dessus de la tête, je pense vraiment que vous pouvez le gérer de manière vraiment différente si, encore une fois, vous utilisez la transparence et vous avez une conversation. Ce n'est pas toujours facile. Et finalement, vous en sortirez beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et vous serez d'autant plus content que ce soit vos clients, en fait. Et ce ne sera pas pendant un moment dans le flou, c'est des clients que j'ai piqués. Non, ce sera vos clients parce que vous aurez eu la force et le courage d'avoir des conversations. Sans compter qu'il est possible de conclure aussi des contrats de sous-traitance avec son ancien employeur, hein, ce qui permet de se lancer. Vous n'êtes pas obligé de partir fâché. Il y a même plein de départs qui se font dans des bonnes conditions, je vous rassure. Alors, autre petite question. Je suis expert comptable stagiaire, j'ai fini mon stage, j'ai eu mon attestation de fin de stage, là je suis proche de mes examens, j'ai tout préparé et je vais les passer en mai sur la session prochaine. Et il se trouve que là tout de suite j'ai une opportunité de racheter un portefeuille. Là aujourd'hui, moi, en décembre, janvier, je peux acheter un portefeuille. Je me dis que c'est plutôt le moment parce que je sais que je vais être diplômée si tout va bien. Déjà, est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est la première question. Et si oui, est-ce que j'ai le droit de demander alors une dérogation pour pouvoir justement gérer cette petite période transitoire où j'ai pas encore mon diplôme, mais c'est bon, j'ai tout fini, quoi. Puis l'autre question, c'est maintenant, même question, mais cette fois, si je rate mes examens, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les cas, vous n'êtes pas expert comptable.
à l'heure où un expert comptable vous sollicite pour vous proposer son portefeuille de clients. Donc, on a une difficulté qui va s'ajouter à toutes celles dont on a déjà parlé, c'est l'exercice illégal. Donc, sur cette réponse, sur cette question, je peux que vous dire non. Et par rapport à la dérogation, l'ordre ne transmet aucune dérogation. C'est une question qu'on nous a posée. Donc c'est pour ça qu'aussi on a voulu l'ajouter ce soir. Mais malheureusement, on peut que vous recommander de réussir vos examens, d'autant si vous êtes déjà en relation pour récupérer une clientèle. Ça, c'est génial. Mais dans tous les cas, évitez de vous mettre dans une situation dommageable d'exercice illégal alors que vous avez fini quasiment le parcours pour être expert comptable. Et autre petit point de vigilance, avoir son diplôme, ça ne veut pas dire être expert comptable, on est d'accord? C'est diplômé d'expertise comptable, donc ça veut dire qu'il faut être inscrit à l'ordre. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Il y a une petite nuance aussi par rapport à ça. Alors, autre grand thème, la responsabilité civile et la responsabilité disciplinaire. Alors, sur la responsabilité civile, on vous a mis clairement les grands points de la responsabilité civile, d'autant que tout expert comptable est responsable des travaux qu'il réalise. Être responsable des travaux qu'il réalise, c'est donc avoir une assurance responsabilité civile. Et s'il y a des erreurs qui sont commises par un expert comptable, alors non seulement l'ordre n'est pas habilité à se prononcer lorsqu'on est saisi par un client sur des erreurs éventuelles d'un expert comptable, un client qui nous contacte, qui nous dit voilà, j'ai un problème, mon expert comptable n'a pas déclaré ça, il y a des erreurs sur ma déclaration, ça ne va pas du tout. Nous, au niveau de l'ordre, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir parce que c'est l'assurance responsabilité civile qui va, elle, intervenir. S'il y a un accord qui est trouvé entre l'expert comptable et le client sans l'intervention de l'assurance, cet accord n'est pas opposable à l'assurance. Et lorsqu'un client souhaite donc engager la responsabilité civile professionnelle d'un expert comptable, il doit réunir 3 conditions. Une faute, la faute du cabinet, un préjudice, qu'est-ce qu'il subit, des amendes, des pénalités, des majorations, et un lien de causalité entre la faute du cabinet et le préjudice qu'il subit. Encore une fois, voilà, on ne le répétera jamais assez, il faut une lettre de mission entre le client et l'expert comptable. Lettre de mission qui répartit les obligations, les droits de chacun. Et s'agissant des experts comptables, on vous l'a précisé, en général, on a une obligation de moyens sur toutes les missions qui sont réalisées par l'expert comptable, et en des cas particuliers, donc une obligation de résultat lorsqu'on a une absence d'aléa. Pour les clients, quelles sont ces obligations? Payer les honoraires et transmettre les documents permettant à l'expert comptable de réaliser sa mission. Bien souvent, on a des clients qui nous contactent à l'ordre en nous disant « Oui, mon expert comptable, il n'a pas fait les déclarations ». Et lorsqu'on contacte l'expert comptable pour lui demander pourquoi il n'a pas fait les déclarations, il nous dit « Le client ne m'a pas transmis les documents ». Donc, s'il n'y a pas de transmission de documents, il n'y a pas de réalisation de mission. S'il n'y a pas de réalisation de mission, les administrations vont contacter le client, vont lui adresser des pénalités, des majorations, des amendes. Voilà. Il faut réunir les 3 conditions. Quelle est la faute du cabinet d'expertise comptable, sachant que le client ne lui a pas transmis les documents? Petite question. Petite question pratique. Et ben voilà, ça arrive à tout le monde. J'ai fait une grosse bêtise. C'est un peu l'idée. J'ai fait une grosse bêtise et pour le coup, mon client, il subit un préjudice assez important. Pour le coup, est-ce que moi, en tant qu'expert comptable stagiaire, c'est moi qui ai fait la bêtise, est-ce que ma responsabilité à moi, elle peut être engagée? La réponse est oui, dans le sens où le client, il a signé une lettre de mission avec la structure d'expertise comptable. Mais le stagiaire, il est lié avec l'expert comptable par un contrat. Il a un statut de salarié. Donc, autant pour la faute réalisée, c'est de la responsabilité du cabinet d'expertise comptable, autant en matière de droit civil, droit commun, l'expert comptable peut se retourner contre le salarié. Donc, dans tous les cas, vous êtes responsable des travaux que vous réalisez. Et d'ailleurs, à ce sujet, les maîtres de stage, ils souscrivent une assurance particulière spécifique pour les travaux réalisés par un expert comptable stagiaire. Alors, on passe à la partie responsabilité disciplinaire. Oui, c'est bon. Donc, OK. Donc, on a vu qu'en fait, un expert comptable stagiaire n'est pas un expert comptable, mais pour autant, il fait quand même partie de l'ordre des experts comptables.
il n'a pas toutes les prérogatives de l'expert comptable, mais il en a quand même certaines, et il a quand même des obligations aussi, celle de respecter le code de déontologie. Et il a le droit, c'est le droit d'être traduit devant la chambre de discipline. Voilà. Alors, il y en a eu. Sur Paris, il y a eu des stagiaires en chambre de discipline. Voilà. Donc, alors, on peut être traduit en chambre de discipline que si on commet une faute, donc qui entraîne une plainte de la part de l'ordre, de la part éventuellement de la DGFiP, de la part d'un client, pendant la période au cours de laquelle on est stagiaire. C'est-à-dire qu'une fois que le stage est terminé et que vous devenez mémorialiste, enfin, vous n'avez pas encore votre mémoire, là, vous n'êtes en fin de compte, ça n'existe pas, expert comptable mémorialiste. Vous êtes salarié et vous n'êtes plus membre de l'ordre. Donc, vous ne pouvez plus être traduit devant la chambre de discipline. Mais pendant qu'on est expert comptable stagiaire, on relève, donc potentiellement, donc, de la chambre de discipline pour toutes les fautes que l'on aurait pu commettre au regard des dispositions du code de déontologie. D'accord ? Petit cas pratico-pratique. Est-ce que ma responsabilité en tant que stagiaire peut être engagée si jamais, malencontreusement, j'ai été amenée à réaliser une attestation qui mentionne une durée de stage qui ne correspond pas tout à fait à la réalité? Voilà, et vous savez bien que, pour le coup, ces attestations, elles vont vous permettre d'aller passer les examens et d'obtenir votre attestation de fin de stage. Et donc, globalement, on s'en sert pour le DEC. Hein, ça va au service des examens, on est d'accord, au SIEC. Donc, globalement, je fais une petite attestation qui va me permettre d'obtenir une attestation qui va me permettre de passer un diplôme national. C'est ça l'idée. Je me suis trompée. Voilà, c'est ballot, hein, parce que ça, c'est un cas réel, ça. Hein. C'est un cas C'est un vrai réel. cas, c'est même pas drôle. Il n'y a pas beaucoup d'experts comptables stagiaires qui passent en chambre de discipline. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'experts comptables qui passent en chambre de discipline. Hein. C'est quoi? Il y a une quarantaine de cas par an à peu près. Et en 6 ans que moi je suis à la chambre de discipline, il y a eu 2 cas d'experts comptables stagiaires. Mais c'est 2 de trop. Et parmi les 2, il y a celui-ci. Donc évidemment, quand on fait un faux comme ça, et que l'expert comptable s'en aperçoit, et que l'expert comptable voit rouge, il se plaint à l'ordre et on passe en chambre de discipline. Voilà. Et donc, oui, il est passé en chambre de discipline. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On lui met une sanction. Alors, les sanctions à la chambre de discipline, c'est absence de sanction, si on considère qu'en fin de compte, il n'y a pas lieu à sanctionner. Il y a une réprimande, c'est comme si on tirait l'oreille en disant c'est pas bien. Il y a un blâme avec inscription au dossier. Donc ça, c'est un truc qui vous suit toute votre vie. On saura toujours que vous êtes passé en chambre de discipline et que vous avez reçu donc un blâme. Et puis après, il y a des suspensions. D'accord ? Des suspensions qui sont à temps, donc sur un temps court, avec sursis ou sans sursis. Et puis après, il y a la radiation. Mais quand on voit un expert comptable s'agir comme ça, il va avoir... Il y a peu de chances qu'il ait une réprimande, il aura un blâme. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il y ait une trace. Parce que lorsqu'il arrivera au tableau, peut-être qu'au tableau, ils vont se dire, est-ce qu'on a... Ils vont réfléchir 2 fois pour savoir si la personne souhaite l'inscrire ou pas. Bon, ça peut être grave. C'est-à-dire que pour une petite bêtise, parce que c'est une bêtise, hein, donc ça peut suivre la personne toute sa vie et potentiellement l'empêcher d'être un jour expert comptable. Vous le savez bien, on en a parlé, les experts comptables. D'ailleurs, on a fait une vidéo dans le cadre du stage pour vous alerter à propos de ça. On a eu aussi, par exemple, des problématiques sur les experts comptables stagiaires qui imitent la signature de leur maître de stage, notamment pour des sombres histoires d'heures CAC, des rapports, etc. On vous l'a dit, vous là-dessus, vraiment un gros point de vigilance. Comme on ne saurait vous le rappeler, vous rencontrez des problématiques, il y a toujours des gens ici qui sont là pour vous aider. Vous avez notamment, quand vous êtes stagiaire et que vous rencontrez ce genre de problématique, vous avez votre contrôleur de stage, déjà, qui est la première personne à laquelle vous devez vous adresser. Vous avez le service du stage avec Madame Bréau, notamment, et toutes les différentes travail. Vraiment super important de vous dire, c'est juste là où il ne faut pas arriver, en fait. Y compris quand vous faites des opérations, j'allais dire, j'ai pas d'autre mot en tête, dans votre vie privée.
Le deuxième cas de l'expert comptable stagiaire qui a été traduit en chambre de discipline, ce n'est pas une faute qu'il a commise vis-à-vis de son expert comptable. Hein. C'est une faute à titre personnel, dans sa vie privée. Il s'est chamaillé avec sa copine. Alors, tout ce que je dis, c'est public. Hein. Ça ne relève pas du secret professionnel. Parce que dès lors que la décision de la chambre de discipline, c'est public. Donc, il s'est chamaillé avec sa copine, a priori gravement. Il a fait appel à un avocat. Il a insisté pour que l'avocat lui envoie une lettre, pour qu'il envoie la lettre à son ancienne petite amie le soir du 31 décembre. L'avocat s'est exécuté. Ils se sont vus à la rentrée, le 2 ou le 3 janvier. Là, l'expert comptable stagiaire lui a remis un chèque. Au chèque, en disant que le chèque avait été perdu. Sauf qu'en face de lui, il avait un avocat qui l'a très mal pris, et qui a porté plainte à l'ordre. Lui, c'est pareil. Il aura un blâme. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, quand il se présentera à l'ordre, eh ben, le dossier ressortira automatiquement. Et est-ce qu'on a envie d'avoir à l'ordre quelqu'un qui fait un chèque et qui, au moment où l'autre doit l'encaisser, il s'y oppose? Voilà. Alors, une question complémentaire et juste pour rappel, automatiquement, hein, vous aurez le support qui sera disponible, bien évidemment. Donc, vous n'avez pas de photo à prendre, pardon, il vous sera transmis. J'avais juste oublié de le préciser tout à l'heure au début. Alors, j'ai une petite question. Donc, j'ai Aomar qui nous dit un mémorialiste qui est en fin de stage et dont le contrat de travail a pris fin dans son cabinet d'expertise comptable. Est-ce qu'il a le droit d'exercer, même de manière provisoire, hein, une autre activité, qu'elle soit salariale ou indépendante, à temps partiel, concomitamment à la préparation des épreuves du DEC pendant la période transitoire? Je dirais qu'il peut faire ce qu'il veut, sauf qu'il ne peut pas faire de l'exercice illégal d'expertise comptable. À part ça, il peut faire ce qu'il veut. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Est-ce que je peux exercer? Alors, il peut être salarié. S'il veut être chauffeur de taxi, il peut. S'il veut être comptable dans une société, il peut. S'il veut être comptable dans un cabinet d'expertise comptable, il peut. S'il veut s'installer en tant que pâtissier, il peut. Mais s'il veut s'installer en tant que comptable, futur expert comptable, là, il tombe dans le cadre de l'exercice illégal. Thomas l'a dit tout à l'heure, c'est ballot de pouvoir être poursuivi pour exercice illégal juste avant de passer son diplôme. Pour le coup, c'est un peu comme les deux stagiaires. Là. Ça risque d'être difficile de s'inscrire après. On risque de ne pas avoir envie de vous faire entrer dans le club, quoi. Voilà, c'est ça. Eh ben, merci à toutes et à tous. Et on va vous souhaiter une belle soirée et à bientôt pour ces rendez-vous du 50. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.